La Bugatti Veyron est probablement la voiture la plus controversée du siècle. Pour certains, c'est un chef-d'œuvre absolu, et pour d'autres, un exercice inutile. Gordon Murray, créateur de la McLaren F1, l'a qualifiée de paranoïa industrielle, pendant que Ron Dennis la considérait comme un vulgaire tas de ferraille. Et pourtant, quelques années plus tard, ces mêmes hommes finiront par reconnaître une chose, la Veyron est une merveille d'ingénierie. Parce qu'au-delà de ses performances, cette voiture a réussi ce qu'aucune autre voiture n'avait fait auparavant, rendre des performances impossibles, accessibles au commun des mortels. Mais cela ne suffit pas à Bugatti qui a décidé d'aller encore plus loin. Venez découvrir les évolutions de la Bugatti Veyron. Dans la précédente vidéo, nous avons pu découvrir comment avait été imaginée la Veyron, de sa conception au design en passant par toutes ses innovations techniques et aérodynamiques. Mais au cours de sa mise au point, la Veyron a connu quelques soucis, avec parfois de la casse. Pour tout comprendre, rendez-vous en Afrique du Sud. Lorsqu'une voiture peut rouler à plus de 400 km/h, le moindre détail mal géré peut devenir dramatique. Bugatti doit donc répondre à une question: comment rendre une voiture capable de survivre à de telles contraintes? Pour le développement de la Veyron à haute vitesse, la marque prend la direction du Cap en mai 2003. Là-bas, Bugatti obtient une licence spéciale pour rouler à plus de 350 km/h sur de longues routes parfaitement droites qui permettent de rouler déjà à près de 250 km/h. Mais lors d'un essai de la Veyron à haute vitesse, la voiture a la malchance de percuter un oiseau en plein centre de sa calandre. À cette époque, la grille avant était encore fabriquée en aluminium, et sous la violence de l'impact, l'oiseau a littéralement traversé la calandre avant d'endommager les 3 radiateurs situés à l'avant de la voiture. Pour Bugatti, il est impossible de tolérer une telle faiblesse structurelle. La solution est alors de remplacer l'ensemble de la calandre en aluminium pour une version en titane bien plus résistante, mais aussi 5 fois plus chère. Quelques mois plus tard, le coup du sort veut qu'un nouveau test soit effectué en Afrique du Sud, et qu'un autre oiseau percute la Veyron à haute vitesse. Cette fois, l'oiseau est pulvérisé par l'impact, et la calandre en titane n'a subi que quelques légères déformations, permettant au radiateur de rester parfaitement intact. Et cette anecdote résume finalement assez bien la philosophie de la Veyron. Car pour construire cette voiture, Bugatti souhaite s'entourer des meilleurs partenaires du secteur. Et pour ça, il faut se fournir à l'international. Pour l'assemblage de la Veyron, il n'y a pas de débat. Il est impossible d'assembler la Veyron ailleurs qu'à Molsheim en Alsace. Le développement a lui été réalisé en Allemagne par Volkswagen, mais les composants, eux, vont venir du monde entier. Les jantes, par exemple, sont coulées à Moscou. La monocoque carbone est fabriquée en Allemagne dans l'entreprise d'aérospatiale Eggman. Une partie de la carrosserie vient d'Italie. La boîte de vitesse Ricardo arrive de Bristol en Angleterre et même le pare-brise transite entre la Finlande et la Suisse. D'ailleurs, si vous avez un projet automobile, j'ai quelque chose pour vous. Tu sais combien ça m'a coûté de cracher cette Bugatti Chiron? Beaucoup trop cher. Mais ça, c'était avant de connaître Ovoco. Parce qu'avec Ovoco, pas besoin d'aller chez Bugatti pour des réparations. T'as juste à cliquer sur le lien en description ou en commentaire épinglé, tu écris Bugatti dans la barre de recherche et là tu trouves tout ton bonheur. En plus, ça tombe bien parce que je vais pouvoir remplacer mon phare pour pas cher. 16 000 €, je te le garantis, tu trouveras pas moins cher. Et tu ne le trouveras peut-être même pas. Parce qu'avec 6000 vendeurs et plus de 50 millions de pièces d'occasion disponibles livrées partout en Europe, la force d'Ovoco, c'est d'avoir tout ce dont tu as besoin et pas cher. En plus, avec mon code BATERMI, tu profites de 15% de réduction sur la livraison de ta commande. Donc que tu aies besoin de sièges de 206, d'un volant de Lamborghini ou juste d'une pièce pour remettre ta voiture sur roue, clique sur le lien en description et en commentaire et utilise le code BATERMI pour réparer simple et pas cher. Alors, merci Ovoco et retour à la Veyron. Toute cette logistique représente une complexité énorme, mais pour Bugatti, il est impossible de faire autrement. Car la Veyron se veut être l'élite automobile, et cette obsession se retrouve jusque dans les matériaux utilisés sur la voiture. Car à plus de 300 km/h, la pression de l'air sur la carrosserie devient énorme, obligeant Bugatti à étudier les contraintes sur le capot avant, fabriqué en fibre de carbone, afin d'éviter toute déformation. Cette rigidité était essentielle et a également été choisie pour le fond plat et le diffuseur, afin de garantir la stabilité aérodynamique de la voiture. Après avoir parlé de l'assemblage, la technique et les différents matériaux, intéressons-nous maintenant aux performances de la Veyron. Des chiffres spectaculaires pour cette voiture qui pèse près de 2 tonnes et qui interroge. Car une voiture aussi lourde peut-elle être vraiment sportive? Les journalistes ont leur opinion. Mais vous, derrière votre écran, vous en pensez quoi? Car bien que pour les médias il était impossible qu'une voiture aussi lourde puisse être une supercar, la Veyron est malgré tout une des voitures les plus technologiques au monde et va finalement atteindre des performances jamais vues auparavant. Premier exemple, le 0 à 100 km/h. Pour vous donner un ordre d'idée, la McLaren F1 réalise l'exercice en 3 secondes 2. La Ferrari c'est 3 secondes 6
et la Carrera GT 3 secondes 9. L'Aveyron, elle, grâce à son système de launch control, ne met que 2 secondes 5 pour atteindre les 100 km/h. C'est aussi rapide que la MotoGP de Valentino Rossi ou la Ferrari F2005 de Schumacher. Des performances qui creusent l'écart avec la concurrence plus la vitesse augmente, que ce soit avec le 0 à 200 km/h effectué en 7 secondes 3 ou encore le 0 à 300 km/h expédié en seulement 16,7 secondes, l'Aveyron explose tous les records et atteint des performances exceptionnelles. Mais l'accélération, c'est une chose, mais si l'Aveyron est si célèbre, c'est aussi parce qu'elle surpasse tout ce qui existe en vitesse de pointe. Sa vitesse maximale est donnée pour 407 km/h, mais attention, si ce chiffre est bien précis, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Dans la précédente vidéo, nous avions découvert la Porsche 917, une voiture sans concession, sortie de l'imagination de Piège pour gagner les 24 heures du Mans. Elle sera alors la voiture la plus rapide au Mans avec une vitesse de 362 km/h, un record en course qui ne sera battu que 17 ans plus tard. Et j'en profite pour vous rappeler qu'il faut s'abonner et liker la vidéo. Et quand vous likez, vous pouvez cliquer sur le bouton Boost, ça met la vidéo encore un peu plus en avant. Merci d'avance à ceux qui le feront. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Porsche qui détient ce record. La voiture la plus rapide au Mans se nomme WM P88 et n'a à ce jour jamais été égalée. Cette P88 est une voiture particulière, car elle a été conçue par des bénévoles travaillant chez Peugeot. Avec un budget dérisoire en comparaison de Jaguar et Porsche, il était impossible pour la petite équipe de se battre pour la victoire. Son idée va alors être d'exister en pulvérisant le record de vitesse au Mans avec son moteur Peugeot. L'idée de ce record était alors d'atteindre 405 km/h pour coïncider avec la sortie de la nouvelle berline de la marque au Lyon, la bien nommée 405. La voiture s'est donc élancée et a atteint 407 km/h sur la ligne droite des Hunaudières, établissant ainsi un nouveau record de vitesse au Mans. Pour des raisons marketing, Peugeot ne communiquera que sur le chiffre 405 plutôt que 407, chiffre qui deviendra par la suite la cible prioritaire de Piège pour prouver que l'Aveyron va aussi vite que la voiture de course la plus rapide au monde. Mais cette performance exceptionnelle ne se fait pas sans compromis, car il faut à la voiture seulement 12 minutes pour vider son réservoir de 100 litres, représentant une consommation de plus de 100 litres au 100 km. Après une forte accélération, il faut ensuite freiner, et l'Aveyron le fait plus vite qu'elle n'accélère. Avec un 100 à 0 km/h en 2 secondes 2, sa puissance de freinage génère plus de G qu'un F16 au décollage, soit une équivalence en puissance de plus de 4000 chevaux. Pour cela, l'Aveyron est aidée par des freins carbone céramique les plus grands jamais conçus pour une voiture de route, mais elle est aussi munie d'un aérofrein intégré dans la voiture. Et pour en savoir plus, je vous invite à regarder la précédente vidéo sur l'histoire de l'Aveyron. Tous ces chiffres donnent le tournis et de nombreuses questions se posent. Que cela fait-il de rouler à plus de 400 km/h ? Rouler à 400 km/h n'est pas simplement aller vite. À cette vitesse, le moindre mouvement devient important, le moindre défaut peut devenir dramatique, et la question n'est plus seulement de savoir si le moteur est assez puissant, mais si la voiture entière est capable de rester stable et contrôlable. À Hérat les siennes, il faut désormais connaître la vitesse maximum de l'Aveyron. Pour cela, le pilote d'essai s'installe dans la voiture, active la speed key et s'élance vers l'inconnu. Le premier essai ne donne que 380 km/h, et ce n'est clairement pas assez. Bugatti ne peut pas se permettre d'être presque à 400 km/h et encore moins d'être en dessous. Pour une marque aussi prestigieuse que Bugatti, il ne faut pas passer cette barrière, il faut la surpasser. Alors, l'équipe attend les meilleures conditions, revient quelques jours plus tard et recommence. Dans les virages relevés, le pilote doit ainsi trouver la limite et c'est à 220 km/h qu'elle est la meilleure pour attaquer l'immense ligne droite. Le pilote sort du virage, écrase l'accélérateur, le W16 pousse et la piste se rétrécit. L'Aveyron continue d'accélérer sans broncher et dépasse plusieurs fois les 408 km/h. Un instant irréel car ce n'est plus seulement une voiture rapide, c'est désormais la première voiture de série qui franchit le mur des 400 km/h. Et c'est exactement à partir de ce moment-là que l'Aveyron divise, car dépasser les 400 km/h sur route, certains trouvent cela fascinant et d'autres complètement absurde. Et vous, de quel côté vous vous situez ? Mais pour les europropriétaires, posséder une voiture de 1001 chevaux, ne pas pouvoir l'utiliser quand on le souhaite aurait été incroyablement ennuyeux. C'est pourquoi Bugatti a créé un test de durabilité spécifique à cette voiture afin de la rendre aussi fiable qu'utilisable. Des tests sur circuit, pistes d'atterrissage ou zones urbaines ont été effectués avec notamment plus de 7 heures de roulage dans les rues de Tokyo pour tester la vivabilité de la voiture en agglomération. Cela garantit une fiabilité sans faille de la voiture, permettant ainsi à certains clients de dépasser les 30 000 km à leur volant. Une fois les tests routiers validés,
Comment savoir si l'Aveyron est réellement une bonne sportive? Car le symbole d'une prouesse technologique est une chose, mais se comparer aux autres supercars en est une autre. Il a donc été décidé, pour parfaire les réglages de l'Aveyron, de se comparer à la référence absolue de l'époque, la Ferrari Enzo. Peu avant le lancement de l'Aveyron, Ferrari téléphone au Dr Schreiber pour demander si Volkswagen peut leur fournir une Golf avec la nouvelle boîte DSG. Il était en effet impossible pour la marque italienne d'en acheter une dans de courts délais pour le développement d'un projet similaire pour Ferrari. Commencent alors des négociations pour échanger cette Golf contre une Ferrari Enzo, afin de comparer les deux voitures de sport. 2 semaines plus tard, le deal se concrétise avec l'arrivée de la Ferrari personnelle de Luca di Montezemolo, échangée contre la Volkswagen et un ingénieur boîte de vitesse. Des tests sont alors menées aussi bien sur piste que sur route ouverte par le Dr Schreiber et le nouveau président de Bugatti. Étonnamment, même si l'Aveyron était encore en développement, la Bugatti était selon eux bien meilleure. L'Enzo était une voiture brillante, agile et plus communicative sur circuit, grâce à un facteur fondamental, son poids. Et les dirigeants estimaient qu'elle manquait aussi de raffinement et de confort de conduite, des éléments attendus sur une voiture de Bugatti. Malgré l'expérience unique qu'elle offrait, la Enzo se montrait bruyante, nerveuse et exigeante à conduire, à l'approche des limites, tout l'inverse de la Bugatti. Cet essai a donc renforcé leur détermination à faire de l'Aveyron une voiture capable de pulvériser la Ferrari en vitesse pure, tout en offrant assez de confort et de calme à bord pour discuter normalement à 300 km/h. Pour Bugatti, il ne s'agit pas seulement de dire que la voiture atteint 400 km/h, mais il faut aussi démontrer tout ce dont elle est capable. L'Aveyron est une voiture hors norme et la réduire à sa vitesse de pointe reviendrait à passer à côté du travail des ingénieurs qui en ont fait une machine hors du commun. Et l'une des expériences les plus impressionnantes au volant de la voiture se fait lors du freinage avec le déploiement de l'aérofrein. Sur les voitures de sport, lorsque vous freinez fort, vous sentez que l'arrière s'allège et se soulève. Au volant de l'Aveyron, son aérofrein bouleverse toutes les sensations, car la voiture ne plonge pas vers l'avant et procure à son volant une impression de stabilité et de sécurité introuvable sur la concurrence. Grâce au travail de Bugatti, les propriétaires peuvent maintenant rouler très vite, puis freiner fort sans se faire peur, écartant ainsi toute crainte de perte de contrôle, exacerbant ainsi le plaisir de conduire d'une machine d'exception. Mais malheureusement, tout le monde a les yeux rivés sur la vitesse de pointe. Il faut prouver aux journalistes que la voiture de série en est capable en organisant une session très encadrée d'essais à haute vitesse. Et oui, car conduire à 400 km/h est risqué, très risqué. Si un incident arrive, il ne restera malheureusement pas grand-chose de la voiture, sans parler du conducteur. Alors pour éviter le moindre drame, Bugatti a décidé, avant la présentation officielle à la presse, d'inviter 2 journalistes pour de célèbres magazines. Evo pour la publication britannique et Cars & Driver du côté américain. Ces derniers ont été invités à réaliser un reportage consacré uniquement à la vitesse de pointe, afin d'écarter tout soupçon des journalistes quant aux capacités de la voiture. Une fois les reportages publiés et la vitesse de pointe connue, Bugatti réalise ensuite le lancement à la presse en Sicile. Les routes choisies ne sont pas droites mais sinueuses et exigeaient de nombreuses phases d'accélération et de freinage. Un choix assumé par Bugatti afin de mettre en lumière le comportement dynamique de la voiture plutôt que sa vitesse impressionnante, permettant de profiter de l'expérience de freinage hors norme qui fait se déployer l'énorme aileron arrière. Après en avoir pris le volant, de nombreux journalistes ne voulaient plus la rendre. L'expérience était trop unique et personne ne voulait s'arrêter de rouler. Avoir pendant une journée les clés d'une Veyron dans la poche est évidemment exceptionnel. Les journalistes le savent. Et à leur place, qu'auriez-vous choisi? Aller chercher les 400 km/h ou l'avoir toute la journée pour la tester sur des routes sinueuses? Maintenant que Bugatti a réussi sa prouesse de construire une voiture performante, robuste et prestigieuse, il serait facile de croire que la renaissance d'une marque aussi mythique n'était pour un groupe comme Volkswagen qu'une simple affaire d'argent. La réalité était pourtant bien différente car l'Aveyron représentait un pari industriel et en cas d'échec, c'est toute la légitimité du groupe Volkswagen qui aurait été remise en question. Rénover le magnifique château de Saint-Jean, construire les nouvelles installations à Molsheim et développer la voiture représentait une dépense estimée à 1,5 milliard d'euros pour la fabrication de seulement 300 voitures. Et même si le prix d'un exemplaire est fixé à 2 millions de dollars en 2005, le groupe Volkswagen a perdu environ 6 millions d'euros sur chaque Veyron produite. Alors, pourquoi perdre autant d'argent? Ferdinand Piëch avait en fait une vision, et ne réfléchir qu'à la rentabilité court terme ne s'inscrit pas dans une stratégie d'investissement.
Sortons la calculatrice et regardons ça de plus près. Bugatti est une marque d'image technologique et de prestige. Dans les années 2000, le meilleur moyen d'avoir cette image était de courir en Formule 1. Ainsi, des marques comme Jaguar, Toyota, Honda ou BMW ont massivement investi dans la catégorie reine du sport automobile pour en tirer des bénéfices d'image. Ce sont donc des centaines de millions de dollars qui sont dépensés chaque année jusqu'à atteindre des milliards de dollars de budget total pour la présence de chaque marque en Formule 1. Des dépenses bien plus élevées que l'investissement de Volkswagen, avec une voiture qui a coûté 2 voire 3 fois moins cher en investissement que les plus gros dépensiers japonais. Sur cette base, la voiture devient donc clairement rentable et chaque vente de Veyron contribue aux bénéfices de l'entreprise. De plus, une grande partie du travail et des idées développées sur l'Aveyron se retrouvent d'une manière ou d'une autre sur les voitures de série. Les freins en carbone céramique en sont un bon exemple, car après avoir été introduits sur l'Aveyron, ils équipent désormais les voitures d'autres marques du groupe, comme Lamborghini, Bentley ou encore Audi. Le projet Veyron n'était donc pas le symbole d'une mauvaise gestion financière, mais bien d'une décision stratégique qui fait de Bugatti l'image technologique de Volkswagen, comme l'est la Scuderia pour Ferrari. Mais cette image ne se cantonne pas à une prouesse industrielle, car pour la première fois au XXIe siècle, une voiture est devenue une célébrité mondiale. Mais alors, que sous-entendre par célébrité ? Dans l'histoire automobile, il existe des voitures qui ont un fort impact mondial, comme la Coccinelle, qui vendue à plus de 20 millions d'exemplaires, pourrait être la première voiture mondialement célèbre. Viendrait ensuite la DB5 de James Bond et la DeLorean de Retour vers le futur, ou encore la 911, symbole de la voiture de sport qui, génération après génération, a gardé sa ligne si distinctive. Mais comment l'Aveyron peut-elle être identifiée comme une voiture célèbre au même titre que les modèles précédemment cités ? Eh bien, car peu importe si vous étiez amateur d'automobile ou non, à l'époque, tout le monde connaissait l'Aveyron. Tout d'abord parce que cette Bugatti était l'image de tous les superlatifs. Elle était la voiture la plus puissante, la plus rapide et la plus chère qui a brisé les plafonds de verre automobiles, ouvrant la voie à ce que l'on appelle aujourd'hui des hypercars. Des voitures extrêmement rares qui provoquent l'excitation à l'idée de les apercevoir et qui n'invitent qu'à une chose, s'en rapprocher à tout prix pour immortaliser ce moment en photo. Une image dont la police de Dubaï s'est servie pour sa communication en commandant une Veyron pour symboliser la puissance émergente de l'Émirat qui fait sensation auprès des touristes. Des photos qui vont faire naître une nouvelle activité chez les amateurs d'automobile, le car spotting, qui va connaître un essor grandissant avec le développement d'Internet. En effet, il n'y avait qu'à chercher dans les premières années de YouTube le mot Veyron pour tomber sur des dizaines de vidéos de Bugatti qui peuvent soit recevoir des contraventions, soit plonger dans un lac salé en Amérique. Des vidéos qui ont fait le tour du monde et qui font de l'Aveyron les tout premiers buzz automobiles. Une notoriété qui fait de Bugatti le symbole de ce qui peut se faire de mieux. Que ce soit des stylos italiens Ferrari de Varese, un coffre-fort à 60 000 € ou encore une montre à 150 000, tout ce qui se rapproche de Bugatti fait de l'Aveyron une véritable star automobile dont le nom est synonyme de ce qui se fait de mieux au monde. Mais Bugatti comprend que l'Aveyron n'est pas seulement un exploit d'ingénierie, mais une image de prestige. C'est la nouvelle pierre d'un édifice qui doit se développer pour garder tous ses clients. Des clients ultra fortunés que Bugatti va devoir chouchouter, en poussant au maximum les curseurs de la personnalisation, de la fidélisation et de l'exclusivité. Autrement dit, l'Aveyron va servir de base à de futurs modèles qui répondent à une logique de diversification haut de gamme. L'idée va donc être de faire évoluer l'Aveyron en mettant au point des versions techniquement différentes et des éditions limitées à l'esthétique travaillée afin d'en faire une voiture encore plus exclusive. Ces éditions ultra limitées sont pensées pour mettre à l'honneur l'histoire de Bugatti tout en garantissant que les voitures soient uniques. Cette première édition arrive en 2007 sur l'Aveyron avec la dénomination Pur Sang qui expose à l'air libre les matériaux comme l'aluminium et le carbone sur un modèle limité à seulement 5 exemplaires. S'ensuit alors une multitude d'éditions comme la FBG par Hermès, la Sang Noir et les différentes éditions centenaires reprenant le nom de pilote et dont la peinture de la carrosserie reprend la couleur du pays pour lequel il roulait. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo qui retrace toutes les éditions des Veyron. Il me semble qu'il y en a à peu près 25. Mais bon, plus que les éditions esthétiques, ce sont les évolutions techniques qui vont nous intéresser. Car si le cœur de la voiture reste le même, l'expérience sensorielle est-elle complètement différente ? L'enjeu est de garder Bugatti au cœur de l'actualité, tout en donnant aux clients, déjà séduits par le coupé, une raison de revenir. La création d'un Roadster permettrait précisément cela, car il offre la possibilité d'entendre le W16, ressentir les turbos et donner vie à la voiture. Le conducteur se retrouverait ainsi au cœur des éléments et pourrait pleinement profiter de la machine exceptionnelle qu'il a entre les mains.
Cette nouvelle version de l'Aveyron, qui n'était pas imaginée au départ, a pu voir le jour grâce aux clients du coupé qui réclamaient leur hypercar en version découvrable. Et pour le nom, Bugatti choisira Grand Sport. Même s'il paraît plutôt simple, il n'a cependant pas été choisi au hasard, car il renvoie à une tradition profonde chez Bugatti. Revenons à l'avant-guerre. Les carrosseries Grand Sport combinent performance, élégance et plaisir de conduite à ciel ouvert, tout en étant moins radicales que des roadsters. C'est une tradition que l'on pouvait retrouver sur les types 40, 43 ou encore 44. En reprenant cette appellation, l'Aveyron découvrable ne se présente donc pas comme un simple dérivé, mais comme une descendante légitime de la culture Bugatti. Ainsi, en prolongeant la culture des grands sports, l'Aveyron propose une expérience sonore décuplée, car en plus d'être confronté aux éléments extérieurs, la proximité avec les entrées d'air, et donc la puissance mécanique, ajoute une dimension à l'Aveyron incomparable au coupé. Un propriétaire de coupé peut vouloir ajouter la Grand Sport à sa collection plutôt que de la remplacer par son coupé. Mais la Grand Sport est un modèle que l'on pourrait qualifier de targa, car le toit s'ajoute et se retire, ce qui en fait soit un coupé, soit un cabriolet. Mais jamais les deux en même temps. Un coupé cabriolet doté d'un toit rétractable aurait été très lourd, complexe à intégrer et bien moins favorable à la rigidité du châssis. Pour réaliser la Grand Sport, Bugatti a donc dû renforcer la structure du véhicule, notamment au niveau des montants, des bas de caisse et du tunnel de transmission. Les portes en aluminium laissent place à du carbone pour préserver la rigidité de l'Aveyron et assurer la sécurité des occupants en cas de choc latéral. Au chapitre des modifications, on trouve également le pare-brise qui est légèrement surélevé pour mieux protéger les occupants, des feux de jour modernisés et les deux prises d'air au-dessus de moteurs redessinés car elles intègrent désormais une structure en carbone servant de protection en cas de retournement du véhicule. Mais rigidifier le châssis fait augmenter son poids de manière significative. Le toit a donc été choisi en polycarbonate et ne pèse que 16 kg, pour conserver l'intégrité aérodynamique, l'étanchéité et le niveau de qualité visuelle pour garder la capacité de pouvoir rouler à la vitesse maximale du coupé sans alourdir la voiture. Mais la Grand Sport est également accompagnée d'un toit de secours stocké dans le coffre. Et celui-ci a pour fonction de se protéger en cas d'avarie météorologique. Pour revenir aux performances, avec son toit en place, la Grand Sport est annoncée à 407 km/h, soit la même valeur que le coupé, mais une fois le toit retiré, Bugatti annonce que sa vitesse maximum diminue à 360 km/h. Bien que cela fasse une réduction de plus de 40 km/h, c'est tout de même plus rapide que la vitesse des Formule 1 de 2025. Le toit de secours de son côté porte bien son nom, car il ne permet une vitesse maximale autorisée que de 130 km/h. Vous me direz, normalement, on est déjà aux limites autorisées en France. Les années passant, n'avoir que 2 modèles dans la gamme n'est pas suffisant pour Bugatti. Et pour les clients ultra fortunés, il manque encore un soupçon d'émotion à l'Aveyron. Avec une voiture conduisible au quotidien et une machine à sensation, la demande est désormais à une voiture encore plus sportive, plus radicale. Une aubaine pour Bugatti qui en profite pour mettre au point la Super Sport et reprendre son record de vitesse battu en 2007 par la SSC Aero. Bugatti s'est donc mis à développer la Veyron Super Sport avec plusieurs ambitions. Satisfaire la demande des clients, relancer l'intérêt technologique autour de l'Aveyron et reconquérir le record de vitesse pour une voiture de production. Mais la voiture marque aussi un changement de philosophie, car là où l'Aveyron avait franchi l'impossible, la Super Sport vient affirmer que Bugatti ne cherche pas seulement à battre un record, mais à imposer sa suprématie technologique. Pour y parvenir, il faut alors optimiser la voiture au maximum en travaillant l'aérodynamique, le châssis et la puissance, car les 1001 chevaux de l'Aveyron ne sont désormais plus suffisants. Cette Super Sport va donc voir son groupe motopropulseur passer de 1001 à 1200 chevaux, un gain colossal qui a malgré tout nécessité de nombreuses réflexions. Tout d'abord, le passage à 1200 chevaux répond à une nécessité technique. À très haute vitesse, la résistance aérodynamique augmente fortement, si bien qu'il faut une hausse importante de la puissance. Lorsque la SSC Ultimate Aero avait pris la couronne officielle de la voiture la plus rapide du monde en 2007 avec ses 412 km/h, son moteur délivrait 1183 chevaux. Bugatti a donc dû riposter avec la Super Sport en adoptant 4 nouveaux turbos agrandis et des échangeurs bien plus imposants pour augmenter la puissance maximale à 1200 chevaux et mieux contrôler les températures en cas d'usage extrême. Les entrées d'air pour l'admission ont donc été modifiées pour diminuer au maximum la traînée qui freine la voiture, imposant au designer d'imaginer des conduits NACA au-dessus du moteur,
pour optimiser au maximum la pénétration dans l'air. D'ailleurs, niveau aérodynamique, la Supersport évolue profondément. Les entrées d'air avant sont agrandies et redessinées et le profil arrière devient plus long et plus lisse, offrant plus de stabilité à très haute vitesse. La poupe est d'ailleurs accompagnée d'un double diffuseur orné d'un double échappement centralisant toutes les canules au milieu, à la différence de la 16.4 qui en dissimulait deux dans le diffuseur. Toutes ces modifications répondent à une logique simple: réduire au maximum les perturbations aérodynamiques, améliorer l'alimentation en air et équilibrer les appuis pour mieux diminuer la traînée et ainsi gagner en vitesse de pointe. Les suspensions ont également été revues, car cette Supersport n'est pas seulement plus rapide en ligne droite, elle est aussi mieux verrouillée dynamiquement, offrant désormais une conduite encore plus exigeante. Mais pour se démarquer de la Veyron 16.4, Bugatti a dû adapter l'esthétique de la voiture en la rendant plus méchante, notamment avec l'usage de carbone apparent. Mettre en valeur le carbone sur la Supersport répond à trois logiques en même temps. Premièrement, la logique technique, car la carrosserie extérieure est entièrement réalisée en carbone pour réduire la masse du véhicule. Ensuite, cela répond à une logique de prestige. Laisser le carbone visible montre le savoir-faire technique qui donne le ton, on ne masque pas l'élément qui rend la Supersport plus radicale, au contraire, on l'expose. Et troisièmement, elle répond à une logique d'identité produit. La Supersport doit se distinguer de l'Aveyron standard et afficher dès le premier regard son caractère bien plus extrême. Cette mise en avant d'un matériau technique devient alors un signe de sophistication, presque de noblesse, car elle révèle le savoir-faire technique de la marque. Tous ces éléments font de la Supersport une voiture qui se démarque de la gamme, mais à travers ce nouveau style, on devine aussi des performances extraordinaires. Un homme va pouvoir les approcher, James May du magazine Top Gear. Le 3 juillet 2010, à Air-Alessienne, la Supersport entre dans une journée décisive. Car parmi les premières personnes à approcher ses limites, il y a James May, un célèbre journaliste automobile britannique et membre du trio culte de Top Gear. Dans l'émission, May occupe un rôle particulier. Il est le plus posé, le plus méthodique, celui que l'on surnomme ironiquement le Captain Slow. Le choix de le mettre au volant de ce qui va être la voiture la plus rapide du monde est donc ironique, car c'est celui qui incarne habituellement la prudence et la lenteur. Sur l'immense piste d'essai du groupe Volkswagen près de Wolfsburg, James May prend ainsi le volant de la Supersport et s'élance pour battre le record de la SSC Aero. Avec 417 km/h, ça y est, James May est l'homme le plus rapide du monde dans une voiture de série. Mais cette séquence précède la tentative officielle de Bugatti qui va repousser encore un peu plus les limites de la voiture. Quelques heures après James May, la démonstration télévisée laisse place à la procédure d'homologation. Le volant est confié à Pierre-Henri Raffanel, pilote officiel Bugatti chargé non plus d'illustrer la performance, mais de l'inscrire dans le Guinness Book des records. Pour valider le record, la Supersport va atteindre une vitesse de 427 km/h dans un sens, puis 434 dans l'autre. Un record au-delà des espérances de Bugatti, qui visait à l'origine 425 km/h. La moyenne atteinte par la Supersport sera alors de 431 km/h, pulvérisant ainsi le record de la SSC Aero. Mais bien que la Supersport puisse franchir la barre des 430 km/h, la version vendue aux clients voit sa vitesse maximale limitée à 415 km/h. Alors, pourquoi? Selon Bugatti, la technique de la Supersport de série est identique à celle de la voiture de record, hormis un élément, le limiteur de vitesse. Celui-ci est abaissé à 415 km/h sur le modèle client pour protéger les pneus et pour des enjeux de sécurité extrême. Les 5 premières voitures vendues porteront le nom de World Record Edition et vont reprendre la configuration esthétique orange et noir carbone de la voiture du record. Les modèles suivants seront toutefois personnalisables comme toutes les autres Bugatti. Mais une fois la gamme Veyron complétée par un Roadster et une Veyron plus radicale, pourquoi ne pas fusionner la logique de la Grand Sport avec la Supersport pour donner le Roadster le plus rapide du monde, la Grand Sport Vitesse? La Grand Sport Vitesse apparaît comme l'aboutissement logique de la lignée de l'Aveyron. La Grand Sport avait démontré qu'un Roadster Bugatti pouvait rouler à plus de 360 km/h et la Supersport avait démontré qu'une Veyron de 1200 chevaux pouvait reprendre la couronne du record. La vitesse vient maintenant combiner les deux récits, la performance avec l'expérience cheveux au vent. Esthétiquement, la Grand Sport Vitesse reprend les boucliers avant et arrière de la Supersport.
mais est désormais muni d'un spoiler de toit spécifique et d'un coupe-vent pour réduire les bruits et les remous aérodynamiques dans l'habitacle. Ces évolutions permettent ainsi d'établir un record, celui du roadster le plus rapide du monde le 6 avril 2013, lorsque la voiture réussit à atteindre 408 km/h sans le toit. Mais une nouvelle fois, la voiture est de nouveau bridée pour les clients. Avec le toit en place, la vitesse peut rouler à 410 km/h et lors d'un usage sans toit, sa vitesse est limitée à 375 km/h. Un choix de Bugatti, de nouveau pour des raisons de sécurité client, mais qui augmente tout de même la vitesse de pointe du Grand Sport de 15 km/h. Grâce à l'Aveyron, Bugatti s'est fait une place de choix sur le segment des sportives, avec de multiples évolutions qui ont rythmé sa production. De ses débuts avec la 16.4, l'Aveyron a ouvert la voie à une nouvelle catégorie automobile des hypercars. Naît ensuite la Grand Sport qui préserve la philosophie du coupé, mais qui permet en plus de vivre pleinement avec les éléments. L'arrivée de la Super Sport de son côté repousse les limites déjà atteintes par Bugatti pour plus de radicalité et une efficacité maximale à haute vitesse. C'est avec cette philosophie que la Grand Sport Vitesse se charge de devenir l'apogée technique de l'Aveyron en récupérant les meilleures évolutions techniques pour devenir le roadster le plus rapide du monde. Et pour vous qui avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, laquelle est votre préférée? Dites-le moi en commentaire.